Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 22 février 2025. On commence tout de suite avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moussa Mohamed Bouli, est arrivé samedi au Koweït pour une visite officielle dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Au cours de son séjour, il doit rencontrer plusieurs hauts responsables koweïtiens afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines stratégiques. Parmi les temps forts de cette visite, une séance de discussion sera coprésidée par le Premier ministre Dr Moussa Mohamed Bouli et son Altesse Cheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmed Al-Soubah, son homologue koweïtien. Les deux dirigeants aborderont un large éventail de sujets d'intérêt commun, témoignant ainsi de la volonté mutuelle de renforcer les liens économiques et politiques entre l'Égypte et le Koweït. Cette visite reflète la profondeur des relations historiques entre les deux pays qui entretiennent un partenariat solide dans plusieurs secteurs, notamment l'investissement, le commerce et l'énergie. Et le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des affaires des expatriés égyptiens à l'étranger, Dr Badra Abdelghati, s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue chinois Wang Yi. Ces discussions portaient sur les relations bilatérales entre l'Égypte et la Chine, ainsi que sur les derniers développements au Moyen-Orient. Selon l'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les deux ministres ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Ils ont notamment évoqué la tenue prochaine d'une commission gouvernementale conjointe sous la présidence des chefs de la diplomatie des deux nations, conformément aux conclusions du dialogue stratégique tenu à Pékin en décembre 2024. Les deux parties ont mis l'accent sur le développement des relations économiques et commerciales, s'engageant à une augmentation des investissements chinois en Égypte dans un esprit de bénéfice mutuel. Et les travaux de la séance inaugurale du 7e congrès des présidents de conseils et de parlements arabes ont débuté hier au Caire avec la participation de délégations parlementaires de plusieurs pays arabes. Ce congrès vise à renforcer la coopération interparlementaire arabe et à discuter des défis communs auxquels la région est confrontée. Lors de son discours devant la conférence, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a souligné qu'il aspire à une position arabe unifiée soutenant la cause palestinienne et rejetant le déplacement du peuple palestinien. Aboulghait a insisté à ce que l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale est l'ultime voie pour établir la paix et la stabilité dans la région. Et le conseiller Dr Hanafi El-Gebali, président de la Chambre des représentants, a participé ce samedi aux travaux de la 7e conférence du Parlement arabe qui s'est tenue au siège de la Ligue arabe. Pour plus de détails sur le discours du conseiller Dr Hanafi El-Gebali, voici un commentaire. Le conseiller Hanafi Gebeli, président de la Chambre des représentants, a participé samedi aux travaux de la 7e conférence du Parlement arabe et des présidents des conseils et parlements arabes qui s'est tenue au siège de la Ligue des États arabes. Lors de son discours intitulé « Soutenir la résilience du peuple palestinien sur sa terre, rejeter les plans de déplacement et d'annexion et faire face aux projets visant à liquider la cause palestinienne », Gebeli a souligné que la région arabe traverse une phase cruciale en raison des dangers existentiels qui menacent la première cause centrale des Arabes, la cause palestinienne. Il a déclaré que ces plans visant à déplacer le peuple palestinien de Gaza constituent une menace grave pour les fondements du système de sécurité nationale arabe. Il a également souligné que l'Égypte a immédiatement perçu la gravité de la crise qui a éclaté dans la bande de Gaza et ses lourdes répercussions. C'est pourquoi l'État égyptien a adopté plusieurs axes et approches en mettant en priorité l'axe humanitaire, à travers des contacts intensifs au niveau international et régional afin d'aboutir à un cessez-le-feu.
Ces efforts ont abouti à l'accord actuel, conclu en coopération avec l'État frère du Qatar et les partenaires internationaux et régionaux. Un accord que l'Égypte s'efforce de consolider et d'appliquer à travers ces 3 phases, parallèlement aux efforts humanitaires. Il a souligné qu'il travaille actuellement à l'élaboration d'un plan global et progressif pour entamer le processus de relèvement précoce et de reconstruction de la bande de Gaza, tout en garantissant la présence des Palestiniens sur leur terre et leur attachement à celle-ci. Gebeli a également mis en avant les efforts considérables de l'Égypte pour promouvoir l'unité palestinienne, insistant sur l'approche égyptienne qui repose sur le principe qu'il ne peut y avoir de stabilité régionale et mondiale sans une solution définitive garantissant l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Et l'Égypte a réaffirmé son engagement en faveur des priorités des pays en développement lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est tenue en Afrique du Sud. Représentant le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Aboubakr Hefni Mahmoud, vice-ministre des Affaires étrangères, a prononcé un discours au nom de l'Égypte lors de la session plénière de cette deuxième et dernière journée de travaux. Le vice-ministre a salué la présidence sud-africaine du G20, soulignant que ses priorités reflètent les intérêts des pays en développement, notamment dans le cadre de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Parmi les mesures essentielles évoquées figure l'amélioration des mécanismes d'accès au financement pour les pays en développement, y compris à travers des initiatives comme l'échange de dettes contre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique. Il a également mis en avant l'importance des technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle, pour relever les défis économiques et sociaux. Et nous terminons au sud de l'Égypte, à Aswan, où les rayons du soleil tombent perpendiculairement sur le visage de la statue du roi Ramsès II, au cœur du grand temple d'Abou Simbel, à environ 1300 km au sud du Caire. Pour plus de détails, voici un commentaire. Plus de 4000 touristes et l'Égyptien ont assisté samedi à la tombée perpendiculaire des rayons du soleil sur le visage du roi Ramsès II à Abou Simbel, selon un communiqué du gouvernement d'Aswan. Cet événement continue de témoigner du lien profond entre l'astronomie et la spiritualité dans l'ancienne Égypte. Pour célébrer ce phénomène, 26 troupes folkloriques venues de 14 pays arabes et étrangers, en plus de 12 troupes égyptiennes, ont présenté des spectacles dans les villes et villages d'Égypte du 16 au 22 février. La tombée perpendiculaire des rayons du soleil sur le visage du roi Ramsès II est un phénomène unique, vieux de 33 siècles. Ce phénomène se répète 2 fois par an, le 22 octobre pour célébrer le début de la saison des récoltes et le 22 février pour célébrer la saison des inondations et de l'agriculture. Le temple d'Abou Simbel a été découvert le 22 mars 1813 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Mais le phénomène de l'alignement solaire a été découvert par l'égyptologue et écrivaine britannique Amela Edwards en 1874 et documenté dans son livre A Thousand Miles Up the Nile, publié en 1890. Par ailleurs, chaque année, le 21 décembre, la tombée perpendiculaire des rayons du soleil sur le sanctuaire d'Amon-Ré, un des temples de Karnak à Luxor, marque le début de la saison d'hiver. Cet événement continue de témoigner du lien profond entre l'astronomie et la spiritualité dans les sites antiques. Et à présent, mesdames et messieurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Nagia Fanous, ancienne directrice au musée égyptien à Tahrir. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Alors, premièrement, quand on parle de ce phénomène de la projection des rayons du soleil sur le visage du statue du roi Ramsès II à Abu Simbel, au sud de Aswan, comment voyez-vous ce phénomène et la maîtrise des anciens Égyptiens de ce phénomène? Comme vous savez, ce phénomène c'est très emblématique et impressionnant en Égypte parce que elle donne aussi l'attention que la civilisation égyptienne, ancienne civilisation égyptienne, Oui. était très avancée dans l'astronomie et la géométrie. Et comme vous savez, les grands temples d'Abu Simbel sont en effet un monument antique emblématique aussi, et se sont construits par le pharaon Ramsès II en 1264 avant Jésus-Christ, et commémorer sa victoire à la bataille de Kadesh, le plus grand temple aussi dédié au dieu Ra-Horachti. Et aussi comporte 4 statues colossales dans le sanctuaire de Saint-Dessin. Oui. Comme vous savez, la lumière du soleil atteint presque de 100 mètres pour entrer dans cet sanctuaire très sacré pour les 3 divinités. Ce sont avec la statue du roi Ramsès II. Il y a une statue à côté de Ra-Horachti et un autre pour le dieu Amon-Ra et aussi le dieu Ptah. Mais le soleil tombe sur le visage du roi et aussi les 2 autres divinités, mais le dieu de Ptah ne tombe, c'est en obscur parce que c'est consacré comme le dieu d'obscurité. Et c'est un grand événement en Égypte aussi. Et ce phénomène, ça seulement se passe dans 2 jours seulement, le 22 février et aussi le 22 octobre chaque année. Et tout l'année, on voit les sanctuaires en obscur. Oui. Ces 2 jours marquent, ces 2 jours marquent quelque chose d'important pour le roi Ramsès II? Oui, parce que vous savez que ce temple, c'est très important pour le roi Ramsès II parce que les 2 jours, on dit qu'il y a un jour pour célébrer son couronnement et l'autre célébrer son anniversaire. Mais il y a des études modernes qui disent non, ce sont pour les 2 jours, c'est à l'occasion de célébrer la cultive en Égypte. Oui, la récolte La récolte. Oui, très bien, très bien. Madame Laguerre-Fanous, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.